Bonjour et donc bienvenue pour cette deuxième vidéo, cette deuxième séance de vidéo sur le cours de droit constitutionnel. Alors, on a vu hier, dans le cas de la constitution normative, on a vu hier donc que un des grands apports de la Constitution de 58 avait été de mettre en place un système pyramidal de normes juridiques. On va maintenant voir le deuxième grand apport, c'est-à-dire la création d'une institution nouvelle, le Conseil constitutionnel, qui va jouer un rôle considérable, fondamental, puisque c'est en fait l'introduction véritable du contrôle de constitutionnalité dans le droit constitutionnel de la République, dans le droit constitutionnel français. Alors ce Conseil constitutionnel, c'est certainement une des innovations, dont je le disais, les plus importantes de la Constitution de 58. On va le voir tout au long du document que je vous ai envoyé. Je voudrais simplement, aujourd'hui, sur ces vidéos, essayer peut-être de faire une sorte de présentation globale et synthétique du Conseil dans la Ve République, et surtout de l'évolution du Conseil dans la Ve République. Parce que la grande caractéristique du Conseil constitutionnel, si on le reporte à toute la Ve République, c'est que c'est un organe qui a changé considérablement de rôle, d'importance et de signification tout au long des années d'application de la Constitution de la Ve République. Au fond, je dirais qu'il y a trois époques du Conseil constitutionnel. Il y a l'époque de sa création, puis l'époque de sa montée en puissance, et puis l'époque, je dirais, de sa pleine puissance, en tout cas de sa puissance actuelle, avec la révision de 2008 et la création de la procédure de questions prioritaires de constitutionnalité. Donc trois périodes, trois rôles, trois position dans le système institutionnel, et je dirais une évolution continue qui est très intéressante parce qu'elle est à la fois le fruit d'une pression, je le disais hier dans ma vidéo, d'une pression sociale, internationale, notamment européenne. Elle est le fruit également d'une évolution juridique, très importante. Elle est venue des normes juridiques qui vont encadrer le Conseil constitutionnel. Elle est le fruit d'une évolution jurisprudentielle. Ce sont les membres du Conseil constitutionnel eux-mêmes, dans leurs décisions, qui vont fabriquer cette évolution. Et puis, je dirais, elle est aussi le fruit un peu de la rencontre avec un contexte politique, avec une nécessité en France d'avoir un Conseil constitutionnel. Et on a vraiment ici, je dirais, l'illustration d'un droit vivant, d'un droit en évolution, d'un droit en construction. Alors il ne faut quand même pas exagérer. Et notez tout de suite que même si le Conseil constitutionnel a changé, même si aujourd'hui il est indéniable, me semble-t-il, de dire que c'est une véritable cour constitutionnelle, ça reste quand même une cour constitutionnelle spécifique à bien des égards. Et je crois que cette spécificité tient à son origine, justement, des conditions de la création du Conseil constitutionnel. Et donc trois périodes. Première période, la période de la création du Conseil constitutionnel. Pour faire simple et chronologique, on va dire 1958-1971. C'est la première période de fonctionnement du Conseil. Et pour comprendre cette première période, il faut se reporter aux conditions de sa création et surtout au pourquoi de sa création. Pourquoi les constituants en 58 ont-ils introduit le Conseil constitutionnel? Pourquoi ils ont créé ce modèle alors même que la création du Conseil constitutionnel est marquée par une certaine forme d'ambiguïté. Je dirais une ambiguïté autour de deux idées, de deux remarques. Première remarque, d'évidence, de lecture, le Conseil constitutionnel, tel qu'il est organisé en 1958, n'est pas nécessairement une révolution en soi. Il emprunte beaucoup, même s'il ne reproduit pas automatiquement, mais il emprunte beaucoup des dispositions qu'on avait pu trouver dans la jury constitutionnelle, dans le comité constitutionnel de la 4ème République, c'est-à-dire une espèce d'institution à cheval entre le droit et la politique qui met en place un processus de contrôle. Et puis la deuxième source d'ambiguïté ou d'interrogation sur sa création, c'est que en fait, le Conseil constitutionnel est porté par des acteurs qui ne sont pas a priori nécessairement très favorables à la justice constitutionnelle, et encore moins à l'idée qu'un juge suprême puisse s'opposer à une décision politique. Le général de Gaulle le dit très clairement. La seule Cour suprême qui est acceptable en démocratie, c'est le peuple. Michel Debré, lui, évoque un contrôle de constitutionnalisé, mais spécialisé, notamment dans un domaine qui est de limiter le Parlement et de limiter, dit-il, les dérives du régime parlementaire. Et c'est d'emblée ce qui va s'imposer. Un Conseil constitutionnel constitué comme une espèce de structure dont l'objet premier est de contrôler que le Parlement reste bien à la place que lui a assignée la Constitution. C'est un instrument, en tout cas au moins pour Michel Debré, qui participe de la rationalisation du système de la Ve République. Ce n'est pas, en véritable, un contrôle de constitutionnalité, ce n'est pas une Cour suprême, encore moins, le général de Gaulle n'y est pas favorable. Ce qui explique au fond que, d'emblée, le Conseil constitutionnel va s'organiser autour de deux éléments, de deux bases. Il rentre dans le cadre plutôt du modèle européen, c'est-à-dire d'un modèle qui voit qu'une structure
unique et spécialisée exerce le monopole du contrôle de constitutionnalité. On rejette le modèle américain d'une Cour suprême, hein, c'est bien clair, mais ce modèle européen n'est pas la transposition du modèle de la Cour constitutionnelle. Il est en fait un système un peu à part, un peu hybride, entre le droit et la politique. C'est une presque Cour constitutionnelle, ou plutôt c'est un organe politique qui emprunte aux cours constitutionnelles un certain nombre de ses caractéristiques. C'est particulièrement visible, et vous le verrez tout au long des documents qu'on vous a distribués, mais il n'est pas nécessairement inutile de le rappeler, c'est particulièrement visible si on s'intéresse à l'organisation du Conseil constitutionnel. D'abord, à sa composition. Le Conseil constitutionnel n'est pas composé de magistrats, il n'est pas composé a priori de juristes en tant que tel, il est composé de 9 personnes, nommées, 3 par le président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée nationale. Ce sont des nominations d'abord politiques. Le président du Conseil constitutionnel est lui-même désigné par le président de la République, et ce Conseil constitutionnel, au fond, il a des compétences, mais ces compétences sont en fait extrêmement significatives. Sa principale compétence, c'est de surveiller le Parlement. Il est d'ailleurs chargé explicitement de vérifier que le Parlement reste dans le domaine de la loi que l'article 34 lui a appliqué, lui a assigné. Et donc, si on lit les articles 37 et 41 de la Constitution, on voit que le Conseil constitutionnel, il a des compétences particulières pour notamment vérifier que les lois ne sortent pas de leur domaine et que le règlement n'empiète pas sur la loi. Donc, on a vraiment cette idée d'un Conseil constitutionnel qui va contrôler le Parlement dans sa nouvelle fonction limitée. L'autre élément qui est très intéressant, c'est que le Conseil constitutionnel est chargé d'un contrôle de constitutionnalité des lois a priori, on y reviendra tout à l'heure, mais il y a un contrôle qui est obligatoire, c'est le contrôle des règlements parlementaires et le contrôle des lois organiques. Les règlements parlementaires, eh bien, sont les actes par lesquels les assemblées parlementaires s'organisent, et on sait que sous la 4ème République, le vote du règlement parlementaire avait souvent permis à l'Assemblée ou au Conseil de la République de s'attribuer des compétences que la Constitution ne leur conférait pas nécessairement. Et c'est donc un moyen de dépasser ces compétences constitutionnelles avec aucun risque, puisqu'il n'y avait pas de véritable contrôle de constitutionnalité. Et la loi organique, c'est une loi qui travaille et qui fixe à poser des règles en matière d'organisation des pouvoirs publics. C'est une presque loi constitutionnelle, même si le terme est un peu hasardeux. Ce qui veut dire au fond que le Conseil constitutionnel, il voit comme principale fonction de contrôler que le Parlement reste dans ses compétences et ne cherche pas à en sortir par des moyens détournés. C'est, pour reprendre l'expression de François Mitterrand, un canon pointé contre le Parlement. Alors, il n'y a pas que ça, mais c'est le centre principal de sa fonction. Si on regarde les compétences du Conseil constitutionnel, et j'insiste bien, les compétences telles qu'elles existaient en 1958, car ça va évoluer, on s'aperçoit au fond que le Conseil constitutionnel va se voir confier 3 grandes séries de compétences. D'abord, une compétence de contrôle de constitutionnalité, des lois organiques, des règlements parlementaires, on l'a dit, mais également des lois adoptés, des textes adoptés par le Parlement. C'est un contrôle de constitutionnalité a priori, il s'opère avant la promulgation de la loi par le président de la République, et il ne peut se faire en 1958, on est en 1958-59, il ne peut se faire qu'à l'initiative de 4 autorités. Le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat. Alors évidemment, il y a bien 2 autorités parlementaires, mais on voit clairement que l'idée est que c'est la majorité politique, le soutien de l'exécutif qui décide de l'intervention du Conseil constitutionnel. Donc il y a cette première compétence de contrôle de constitutionnalité des lois a priori sur saisine limitée, et dans un d'ailleurs délai assez limité. Vous regardez dans la Constitution, les délais d'intervention du Conseil constitutionnel sont plutôt brefs au regard de la fonction qui est la sienne. Alors ces décisions sont importantes, elles sont obligatoires pour l'ensemble des organes juridictionnels et administratifs français, c'est l'article 62 de la Constitution qui le pose. On voit bien qu'il y a des éléments pris dans la théorie juridictionnelle du contrôle de constitutionnalité, mais que cette théorie est quand même considérablement ramassée, organisée, limitée et destinée à faire en sorte que la nouvelle Constitution qui pose la limitation du rôle du Parlement soit bien clairement respectée par le Conseil, la nouvelle Constitution soit bien respectée par le Parlement sous l'autorité du Conseil constitutionnel. Donc une première fonction.
de contrôle de constitutionnalité. Une deuxième fonction consultative, le Conseil constitutionnel va rendre des avis, notamment dans certains domaines, notamment en matière d'application de l'article 11, en matière référendaire. Alors, ce ne sont que des avis, ils ne sont a priori pas publiés, et ils n'ont pas vocation à s'imposer contre l'autorité de celui qui les sollicite. Et puis le Conseil constitutionnel va se voir aussi conférer un rôle très important en matière de contentieux électoral, puisqu'il est le juge d'un certain nombre d'élections, notamment l'élection présidentielle, les élections parlementaires et les référendums nationaux. Donc voilà, globalement, les pouvoirs du Conseil constitutionnel. Il faut rajouter simplement, mais on l'a évoqué hier, article 54, qu'il est chargé de vérifier que les traités internationaux soient conformes à la Constitution. Ce Conseil constitutionnel se met donc en place. Ce Conseil constitutionnel se met donc en place à partir de 1959, et ce Conseil constitutionnel va fonctionner progressivement, mais même s'il a une fonction assez correcte, assez régulière, ces décisions sont assez limitées, le nombre de décisions est assez limité, et on va parler à son endroit d'un Conseil constitutionnel aiguilleur, par référence au chemin de fer, c'est-à-dire que c'est lui qui va surtout contrôler que les textes sont bien aiguillés par la bonne procédure, c'est-à-dire le règlement ou la procédure législative. Ça, c'est la première version, la première forme de fonctionnement du Conseil constitutionnel. Ce Conseil constitutionnel va fonctionner de cette manière jusqu'en 1970, c'est-à-dire jusqu'après le départ du général de Gaulle et son décès, et puis il va s'opérer un changement. Et les années 1970-1980 vont être les années de la montée en puissance du Conseil constitutionnel, qui va acquérir un rôle quantitativement et qualitativement beaucoup plus important. C'est ici que se fait la véritable mutation. C'est ici que se fait la véritable mutation, puisque, au fond, cette mutation va entraîner, indirectement mais certainement, la grande réforme de 2008 de l'ouverture de la saisine des citoyens au Conseil constitutionnel. Alors cette période de mutation, on pourrait situer entre, on va dire, 1971 et les années 90, c'est une période dans laquelle le Conseil va progresser, mais va progresser autour de 3 éléments très différents. C'est un bel exemple de droit constitutionnel vivant, où on va avoir une sorte de conjonction de 3 phénomènes qui vont donner au Conseil constitutionnel une puissance considérable. Le premier de ces phénomènes, on va rester chronologique, le premier de ces phénomènes, il intervient en 1971. Il intervient le 16 juillet 1971, c'est une décision qui sera rendue par le Conseil constitutionnel, et on peut considérer que c'est une véritable révolution juridique, et certainement même la véritable création du contrôle de constitutionnalité au sens où on doit donner à ce terme. Alors cette décision du 16 juillet 1971, qui est connue sous le terme de liberté d'association, est une décision juridique, mais qui répond à un problème politique. Le problème politique, il est le suivant. À la fin des années 60, début des années 70, dans la suite de mai 68, on a un certain nombre de mouvements d'extrême gauche qui se sont mis en place, et notamment, on met en place une association qui s'appelle les Amis de la Cause du Peuple. La Cause du Peuple est un journal trotskiste. Les Amis de la Cause du Peuple font une association pour soutenir ce journal. Alors c'est une association prestigieuse intellectuellement, puisque notamment il y a au sein de cette association Simone de Beauvoir, et cette association ne va pas pouvoir se créer. Le récépissé de la déclaration a été rejeté par la préfecture, et donc tout naturellement, les personnes qui veulent fonder cette association vont vont contester cette décision administrative devant le tribunal administratif, qui va leur donner raison. Le tribunal administratif de Paris va donner raison en disant que le préfet n'a pas le droit d'interdire la création de cette association. C'est une atteinte aux libertés, et notamment à la liberté d'association. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, très mécontent de cette décision, ne va pas saisir le Conseil d'État, parce qu'il a très bien compris que c'était sans espoir, que le préfet avait clairement violé la loi, donc il ne saisit pas le Conseil d'État. En revanche, il va tenter de faire changer la loi sur les associations pour autoriser ce que le préfet avait fait et que le juge avait considéré qu'il n'était pas encore possible de faire. Et donc il fait changer la loi, il tente de faire changer la loi, et le 11 juillet 71, le gouvernement adopte un projet de loi qui tend à réformer les dispositions de l'ancienne loi, très ancienne, je dirais même très prestigieuse, la fameuse loi de 1901 sur les associations. Cette loi est votée à l'Assemblée nationale,
mais elle arrive au Sénat, et au Sénat, il y a une certaine forme de réticence à ce processus. Alors réticence à la fois qui tient à la nature de la loi, mais qui tient au fait aussi que le président du Sénat, Alain Poher, est plutôt en conflit politiquement avec la nouvelle majorité, et qu'il est en conflit avec le président de la République, puisqu'il a été lui-même son adversaire aux élections présidentielles de 1969. Donc, le président du Sénat décide de saisir le Conseil constitutionnel, il en a le droit. Alors c'est un peu un hasard politique qui fait qu'il y a une dissension entre le Sénat et la majorité, on est quand même à une époque où la gauche est dans l'opposition, mais le président Alain Poher décide de saisir le Conseil constitutionnel, et il saisit le Conseil constitutionnel, il le dit lui-même dans ses mémoires, donc on est assez libre pour le dire, mais il saisit le Conseil constitutionnel en téléphonant, dit-il, au président du Conseil constitutionnel de l'époque, Gaston Palecki, qui est un gaulliste historique, et au fond, sans trahir de secret, puisque c'est encore une fois publié directement par l'intéressé dans le cadre de ses mémoires, sans trahir de secret, eh bien, la nature de leur dialogue est de dire, au fond, le président de la République, Georges Pompidou, va trop loin, il n'est pas tout à fait un gaulliste historique, il est plutôt un gaulliste de la nouvelle génération, il a été en conflit en partie avec le général de Gaulle, les gaullistes historiques qui sont au Conseil constitutionnel ne l'apprécient pas véritablement, et en tout cas, il est dit, il y a un échange entre Palecki et Alain Poher. Alors, il est rapporté ses propos, Gaston Palecki aurait dit, si le général de Gaulle, père de la Constitution, était encore au pouvoir, jamais il n'aurait adopté et accepté un tel texte. Il faut faire comprendre à Pompidou qu'il n'est pas de Gaulle et lui donner une leçon en le rappelant à l'ordre. Donc c'est un terme très politique, mais le Conseil constitutionnel a été saisi effectivement le 1er juillet, et le 16 juillet, il a rendu une décision globalement et intégralement historique. Pourquoi ? Parce qu'il considère que la loi telle qu'elle avait été adoptée viole la Constitution. Et il considère que la loi viole la Constitution, et notamment son préambule, et notamment la liberté d'association reconnue au sens d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Et c'est capital. C'est capital parce que le Conseil constitutionnel va en quelque sorte opérer une triple révolution. Une révolution politique. C'est la première fois que le Conseil constitutionnel va s'opposer à un texte gouvernemental, et je dirais dans une affaire extraordinairement politique, dans une affaire dans laquelle le ministre de l'Intérieur s'était impliqué, le gouvernement s'était impliqué. On imagine bien que la personnalité des soutiens de l'association, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, etc., a donné une dimension médiatique considérable. Et donc, dans une affaire politique hautement conflictuelle, hautement symbolique, le Conseil constitutionnel, et c'est la première fois en France, va donner tort au pouvoir politique en disant qu'il n'a pas le droit d'aller au-delà d'un certain nombre de limites. C'est, je dirais, politiquement, l'instauration d'un Conseil constitutionnel comme un contre-pouvoir potentiel. Et ça, c'est absolument capital. La deuxième révolution, je dirais, elle est juridique. Pourquoi ? Parce que c'est la première fois que le Conseil constitutionnel va faire un contrôle de constitutionnalité au fond, un contrôle matériel. Il ne se pose pas la question de savoir si la loi a été adoptée ou n'a pas été adoptée par une autorité compétente. Bref, il ne se pose pas la question simplement d'article 34, article 37. Il intervient en disant la loi, bien qu'adoptée par une autorité compétente, le Parlement, viole des dispositions constitutionnelles dans leur matière, dans leur fondement, et donc, de ce point de vue-là, elle est inconstitutionnelle. C'est la création d'un contrôle de constitutionnalité matérielle, substantielle, contrairement au contrôle de constitutionnalité procédurale, cette fameuse fonction d'aiguilleur qu'avait retenue à l'époque le doyen Favoreux. Et puis la troisième révolution est d'abord politique, juridique, mais elle est normative. Elle est normative pourquoi ? Parce que le Conseil constitutionnel, non seulement va déclarer la loi non conforme à la Constitution, mais particulièrement au préambule de la Constitution. C'est-à-dire qu'il reconnaît au préambule de la Constitution une pleine valeur juridique et constitutionnelle, ce qui n'était pas a priori automatiquement la dimension dominante de la culture juridique française, qui considérait que les préambules étaient plutôt des textes philosophiques. Le Conseil d'État, pendant longtemps, va considérer que certaines dispositions du préambule relèvent plus de la philosophie que du droit. Le Conseil constitutionnel vient dire, mais non, les dispositions du préambule font partie de la Constitution, s'appliquent au même titre que la Constitution, permettent au même titre que la Constitution la censure d'un texte voté par le Parlement, et indirectement, l'expression n'est pas directement de lui, mais il crée le bloc de constitutionnalité. Il crée l'idée que les textes en matière de droits fondamentaux, qui sont périphériques à la forme constitutionnelle, puisqu'ils sont dans le préambule, sont applicables. Et je dirais même, le dernier stade de cette révolution juridique, normative ici, c'est de considérer que dans le préambule, la notion retenue,
c'est une notion tirée du préambule de 46 et de ces fameux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, dont on pensait qu'ils n'existaient pas, car la Constitution n'en fait pas la liste. Alors certes, le Conseil d'État, dans l'arrêt des Annamites de Paris, avait quand même lui-même, quelques années auparavant, évoqué la liberté d'association aussi à ce titre-là, mais quand même, le Conseil constitutionnel considère désormais, et ça rendra obligatoire une réflexion plus avant sur le contenu même de cette notion de principe fondamental reconnue par les lois de la République, le Conseil constitutionnel considère donc que le préambule, et notamment les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, font partie intégrante du bloc de constitutionnalité, lui-même élément normatif permettant la sanction d'une loi adoptée par le Parlement. C'est une révolution. Alors c'est une révolution dont on pourrait s'interroger sur la signification. C'est une révolution dont on peut s'interroger sur la signification. Pourquoi ? Parce que elle est tout autant juridique que politique. Et je dirais même par certains côtés, elle est une espèce de hasard historique qui pourrait nous amener d'ailleurs à réfléchir sur la relativité du droit constitutionnel et sur le caractère parfois, sinon accidentel, mais en tout cas très contextuel de ce type de révolution. Pourquoi ? Parce qu'il a fallu une opposition politique au sein du mouvement gaulliste et la circonstance, je dirais statistiquement assez inimaginable qu'un président du Sénat appartenant à la majorité puisse saisir le Conseil constitutionnel contre le gouvernement de cette même majorité. Il y a cette tension interpersonnelle Poher Pompidou et cette tension qu'il va y avoir, la réception d'ailleurs au Conseil constitutionnel, le président Palevski, gaulliste historique, va également jouer un rôle très important, donc il y a une espèce de hasard historique, et puis il y a une sorte de hasard fonctionnel dans la mesure où il y a au Conseil constitutionnel à cette époque des conseillers constitutionnels qui sont des vrais juristes et qui vont avoir un rôle considérable dans la traduction juridique de cette opposition politique-là. Et donc on va avoir en fait une véritable révolution en droit constitutionnel français. Cette révolution, elle intervient après le départ du général de Gaulle, de manière extrêmement symbolique, le départ et le décès du général de Gaulle, et elle montre bien qu'on passe à une nouvelle forme de contrôle de constitutionnalité, à une nouvelle conception du contrôle de constitutionnalité, mais cette nouvelle forme, elle reste encore extrêmement fragile en 1971. Elle reste extrêmement fragile en 1971, pourquoi ? D'abord, parce que le Conseil constitutionnel n'est saisi que par ces quatre autorités. Ces quatre autorités qui permettent la saisine, président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale et Premier ministre, il n'est pas certain que à l'avenir, le président du Sénat puisse saisir de nouveau, ou veuille saisir de nouveau. Ce hasard historique, ce hasard politique que j'évoquais tout à l'heure, n'est pas nécessairement garanti de se reproduire. Et donc on a un Conseil constitutionnel qui a fait la preuve de sa potentialité de contre-pouvoir, qui a fait la preuve de la capacité qu'il pourrait avoir éventuellement de faire du contrôle de constitutionnalité, qui a ouvert la route à une reconnaissance du caractère normatif du préambule de la Constitution, mais qui reste encore structurellement trop faible pour pouvoir espérer jouer un rôle véritable de justice constitutionnelle. Et c'est là qu'intervient la deuxième étape. La deuxième étape de cette montée en puissance, elle intervient quelques années après, elle intervient en 1974 par l'adoption d'une révision constitutionnelle qui va considérablement changer la nature et le fonctionnement du Conseil constitutionnel. Alors 1974, c'est une étape particulière dans la vie politique française. C'est l'arrivée au pouvoir de Valéry Giscard d'Estaing, qui bat au second tour François Mitterrand, de quelques centaines de milliers de voix. Valéry Giscard d'Estaing, c'est un président qui est jeune, c'est un président qui est certes de la majorité précédente, mais qui n'est pas un gaulliste. Ce n'est pas un gaulliste, c'est un libéral, et il arrive au pouvoir avec une volonté de réformer la Constitution, et il a quelques idées sur la révision de la Constitution, et notamment il a l'idée, alors il va apporter beaucoup de réformes, la réforme du seuil de la majorité, 18 ans, la possibilité pour Simone Veil de faire adopter la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, qui sont des véritables révolutions sociologiques, mais juridiquement il veut faire un certain nombre de réformes constitutionnelles, et notamment il réfléchit à faire une réforme du Conseil constitutionnel, et il a notamment comme projet le fait que le Conseil constitutionnel puisse s'autosaisir. C'est un des projets qu'il va mettre en place. Le Conseil constitutionnel devrait pouvoir s'autosaisir. Alors, c'est pas très facile à mettre en place à l'époque, c'est pas très compatible d'ailleurs avec le statut de juridiction, et finalement, on va se rabattre, en partie d'ailleurs avec
avec, comment dirais-je, avec la collaboration du président du Conseil constitutionnel, on va se rabattre sur une deuxième réforme, qui est la réforme de la saisine. L'idée étant de dire, pourraient saisir le Conseil constitutionnel, toujours les 4 autorités initialement prévues, président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale et Premier ministre, mais à ça, on viendrait rajouter 60 députés ou 60 sénateurs. 60 députés ou 60 sénateurs pourraient pourraient également saisir le Conseil constitutionnel. Alors à l'époque, la réforme n'est pas spécialement adoptée avec un enthousiasme considérable, l'opposition n'y voit qu'une réformette constitutionnelle, mais c'est une erreur. C'est une erreur parce que cette réforme-là va changer considérablement la nature du Conseil constitutionnel, car elle va permettre enfin à l'opposition parlementaire de pouvoir saisir le Conseil constitutionnel. On est une époque où il y a plus de 60 députés communistes, où il y a plus de 60 députés socialistes, et donc ils pourront saisir le Conseil constitutionnel. C'est l'ouverture à l'opposition. C'est l'ouverture à l'opposition. Je dirais que cette réforme de 1974, celle va en quelque sorte donner des moyens de concrétiser l'accident de 1971. Elle donne à la jurisprudence de 1971 une capacité de reproduction, une capacité de développement qui est considérable. Et là, la réforme constitutionnelle, elle est fondamentale. Et d'ailleurs, on voit bien que les choses vont se passer de manière extrêmement importante, parce que si on s'en tient à un simple bilan statistique, entre 1958 et 1974, dans le cadre du contrôle de constitutionnalité, c'est-à-dire dans le cadre de l'article 61 de la Constitution, le Conseil constitutionnel n'avait été saisi qu'à 9 reprises. Il y a à 9 reprises, dont l'édition de 71, à 9 reprises, la saisine du Conseil constitutionnel durant la période 58 à 59, 74. Entre 74 et 84, c'est-à-dire après la révision constitutionnelle, après cette réforme du mode de scrutin, de mode de saisie, le Conseil constitutionnel va être saisi à 80 reprises. Donc on voit bien ici que quantitativement, le Conseil constitutionnel va changer de nature, va changer de potentialité, 10 fois plus de saisines en 10 ans qu'il en avait eu dans les années précédentes. Donc, d'un seul coup, l'activité du Conseil constitutionnel va devenir de plus en plus importante, de plus en plus forte. Et on va s'apercevoir très vite que le Conseil constitutionnel va être saisi à la fois par la majorité et par l'opposition, puis très rapidement, c'est l'opposition qui va s'emparer de la saisie du Conseil constitutionnel, et on va s'apercevoir qu'au fond, cette possibilité de saisir le Conseil constitutionnel, elle va être bien intégrée par l'opposition, qui va le faire souvent et qui va le faire généralement à bon escient. Alors ils ne vont pas gagner chaque fois, mais ils vont souvent intégrer des professeurs de droit, des juristes dans la rédaction des requêtes. Il y a très peu de requêtes qui sont mal rédigées à cette époque-là. Très rapidement, on se concentre sur l'application de certaines dispositions constitutionnelles, notamment du préambule de la Constitution, et c'est extrêmement intéressant. Le 27 décembre 1974, donc quelques jours après la révision de la Constitution, très rapidement, on a 2 recours. On a un recours déposé par les députés socialistes, et un recours qui est d'ailleurs déposé par la droite, par la majorité, contre la loi Veil d'interruption volontaire de grossesse. Donc on s'aperçoit que très vite, le Conseil constitutionnel, la saisine du Conseil constitutionnel, va devenir un élément stratégique permettant aux parlementaires de pouvoir diriger des requêtes contre les lois que la majorité a adoptées, d'ailleurs, et que la majorité a été parfois obligée d'adopter. Donc, on voit bien qu'il y a un très grand développement, et ça ne s'arrête pas. Et ça ne s'arrête pas. Très rapidement, les parlementaires utilisent la saisine du Conseil constitutionnel plutôt bien, et très rapidement, on va développer une jurisprudence intéressante. En fait, le Conseil constitutionnel va pouvoir ainsi développer sa jurisprudence, développer ses argumentaires, et il va développer notamment le recours à la référence sur le préambule de la Constitution, et il devient en fait un organe de contre-pouvoir. On commence à devenir une véritable juridiction constitutionnelle qui travaille effectivement 80 recours en 10 ans, c'est beaucoup, qui rend des décisions qui ne sont pas toutes favorables au pouvoir, et qui organise son contrôle sur une approche substantielle de la Constitution, et notamment sur une approche substantielle du préambule de la Constitution.